Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour, c'est un retour après quelques semaines de vacances. Nous vous retrouvons et nous vous donnons rendez-vous. Comme nous avons pris l'habitude la saison passée, on se retrouvera chaque mardi matin pour un Bonjour d'Algérie spécial de Constantine. Aujourd'hui, l'actualité, elle est assez diversifiée, notamment d'abord à la solidarité que nous avons avec nos frères palestiniens, qui sont décimés par l'agression sioniste. Nous restons bien sûr de tout cœur avec eux, même si nous sommes loin, mais nos cœurs sont à Gaza. Là, c'est pour la solidarité, mais aussi il y a une autre solidarité pour ce mois d'Octobre Rose, qui reste dédié à la lutte contre le cancer du sein. Vous savez que chaque année, le mois d'octobre, il y a des campagnes de sensibilisation à travers tout le territoire national, et ça va être principalement le thème de cette émission, notamment dans cette première partie. Nous allons parler avec l'association Waha et ses deux représentantes. Ensuite, nous irons voir ce qui se passe un peu à l'hôpital, parce que c'est quand même un acte médical qui est le dépistage, mais aussi la prise en charge des malades. On en parlera avec les représentants du CHU. Ensuite, on ne peut pas déroger à la règle, parce qu'aujourd'hui aussi c'est un jour qui nous rappelle nos aînés qui se sont sacrifiés, les martyrs de la Révolution. Et on parlera du jour de l'émigration, ce 17 octobre 1961, où des centaines d'Algériens ont été pratiquement sacrifiés. Et il y a eu l'agression conduite par Maurice Papon, funeste préfet de Paris. On en reparlera en fin d'émission avec le professeur Allah Ouamara, qui est historien. Alors, sans transition, bien sûr, je vais vous présenter mes deux invités, que sont d'abord Keshid Yasmina, représentante de l'association Waham. Marhaba bik, merci d'être là. Et à vos côtés, Madame Aloui Yasmina, deux Yasmina. Oui, exactement. Voilà. Alors, d'abord, un petit mot, parce que Octobre Rose, c'est pratiquement votre mois. Voilà. Oui, exactement. Donc, c'est Madame qui va représenter. Madame, vous en faites Madame. Keshid Yasmina de l'association Waha Solidarité. Bonjour, Monsieur Al-Qaïdia. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes les femmes du monde. Bonjour aux femmes de mon pays, aux femmes de l'association Waha et surtout aux femmes atteintes du cancer de l'association Waha. Mon grand salut aujourd'hui et mon soutien à toutes les femmes de l'association Waha qui sont atteintes du cancer du sein. C'est vrai que vous recevez beaucoup de gens. Oui, voilà. On y arrive. Marhaba bik, Madame Aloui. Merci. Donc, c'est Madame Aloui Yasmina. Je suis une bénévole à l'association Waha. En plus des activités qui existent déjà à Waha, on a créé d'autres activités qui touchent directement le malade, et surtout les femmes qui ont subi une mastectomie du sein. Donc on a pensé à y faire un remplacement, c'est-à-dire une prothèse mammaire en tricot, crochet, pour aider les malades à se porter. Là, vous êtes quand même, on va dire, un soutien indéfectible pour les malades et pour les familles des malades. Parce que c'est important de préciser que Waha, comme son nom l'indique, oasis on va dire de sentiments, parce que vous êtes là pour accompagner. Voilà, c'est une bouffée d'oxygène. Alors, peut-être présentez-nous d'abord Waha, qu'elle est constituée de combien de personnes, qui sont gens, où est-ce que vous vous trouvez. Une petite présentation de Waha. Waha, association des malades du cancer, d'aide aux malades du cancer et de leurs proches. Vous savez qu'elle existe depuis 11 ans déjà. 11 ans. 11 ans, voilà. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Depuis sa création, Waha possède maintenant 1150 adhérents malades atteints de différents cancers. Sur ce chiffre-là, 80% sont des femmes, et sur les 80%, presque 90% sont des femmes atteintes du cancer du sein. La base de Waha est constituée de femmes et d'hommes bénévoles
parmi les bénévoles de Waha, il y a des malades, des femmes atteintes du cancer du sein, des femmes actives qui sont devenues maintenant des malades experts, malades qui activent au sein de Waha. Alors, c'est vrai, moi j'aime bien parler de Waha parce que Waha, enfin, on la connaît dès les débuts, dès les balbutiements, les premiers balbutiements. Et puis voilà, ça a donné un grand projet. Maintenant, quand même, vous avez une belle structure d'accueil pour les malades d'abord et pour les familles des malades. Nous travaillons sur 2 volets. Nous touchons les malades qui sont en traitement ambulatoire, c'est-à-dire qui ont déjà subi la chirurgie, la chimio, la radiothérapie et qui suivent le traitement à l'hôpital. Et ceux-là, ils se présentent chez nous pour différents besoins, les prestations, l'orientation, les réponses à leurs questions, l'aide sociale, etc. Et nous avons Dar Waha qui héberge les malades qui sont en contrôle, en traitement de chimio ou en traitement de radiothérapie et qui viennent de loin, des wilayats avoisinantes ou bien même des... parfois très loin. Oui, très loin, même d'Alger, ça dépend, là où ils sont. Donc ils sont hébergés chez nous et... C'est tout à votre honneur que d'être très altruiste et de penser aux autres. Là, on ne dira jamais assez de bien de votre association. Puis surtout que vous recrutez dans le tas, puisque voilà, les bénévoles, bon, je dis recrutement entre guillemets. Voilà, directement. Voilà, mais c'est vrai, vous-même, comment vous en êtes arrivé à aller à Waha? Bon, moi j'étais à l'époque active, je travaillais à Sonacom. Ensuite, après ma retraite, j'ai réfléchi, je voulais aider des gens comme ça, mais je me suis dit, c'est à travers une association que je peux me rendre utile. Donc j'ai vu à travers Facebook, Internet, l'association Waha, et je me suis intégrée directement. Donc je me suis retrouvée... intégrée dans une seconde famille, parce que on sait que Waha, c'est une oui, grande famille. Oui, maintenant c'est une famille pour moi, actuellement. Tout ce que je fais, c'est vraiment avec un attachement, avec amour. C'est-à-dire. Donc la finalité actuellement, c'est le malade. Donc on va c'est-à-dire trouver toutes les astuces, tout ce qui fait le bien-être du malade. Et ça commence d'abord par un bon accueil, je crois, une cellule d'écoute, voilà. ce que vous avez. C'est ça, madame? Oui, donc il y a un groupe de médecins de Waha qui assure l'écoute des malades. Et on a réalisé l'écoute personnalisée et l'écoute de groupe. Les malades se retrouvent avec les médecins et psychologues pour s'exprimer et dépasser. C'est vrai que des fois, le malade a besoin d'être écouté. C'est ça, voilà. De partager d'abord. On reçoit plusieurs cas comme ça. Il y a des gens, dernièrement, on a reçu une femme vraiment déprimée. Elle est venue à Waha, vraiment, elle a passé une demi-journée avec nous. Elle a eu un changement total. C'est-à-dire, les malades, elle pense qu'elle est seule sur le terrain. Mais une fois qu'elle s'intègre au milieu de Waha et elle voit d'autres malades, plus ou moins, elle est réconfortée. Monsieur Belkhaïdi, déjà l'accueil. Oui, l'accueil est très important. L'accueil joue un rôle primordial. Être bien accueilli, avec un sourire, écouter, ne pas avoir de réponse négative tout de suite. C'est très important. C'est une façon de permettre aux malades d'exister et de ne pas passer comme étant un numéro ou un chiffre ou un cancer. Il est là en tant que tel, monsieur ou madame tel. Bien accueilli, bien écouté, c'est déjà le premier pas à la vitrine de Waha. Et puis le fait de partager la maladie, de rencontrer des malades qui ont guéri. Oui. C'est important, c'est un espoir, c'est une lueur d'espoir pour le malade. Oui, ça encourage les gens. Voilà. C'est le premier réconfort. Oui. Quand on voit que des gens en sont passés par là. Quand on lui dit, madame, essayez, asseyez-vous, on va discuter. Moi aussi, je suis une malade comme vous. Ça y est, tiens, il y a une malade qui peut parler, il y a une malade qui peut recevoir une autre. Donc il y a l'espoir
de bien l'espoir vivre. de Waha. Ouais. Voilà. Et puis Exactement, c'est voilà. la vocation, je pense, de l'association. Ouais. Quand même, nous avons quand même quelques images. Nous sommes rendus à Waha pour un petit reportage sur, bien sûr, la structure, c'est tout ce qui se fait durant le mois d'octobre. Reportage de Karim Ouyaba. Le cancer, c'est une maladie comme toute autre maladie. Surtout donc سرطان الثدي استاجير عادو يتحكموا فيه استاجير عاد يتعالج ما فيه حتى خطورة يعني بزاف. أنا مريضة سرطان وناشطة في الجمعية نعتبره شهر الانتصارات لأن فيه شريحة كبيرة من الناس تسمع باللي كاين مرض السرطان وخصوصا سرطان الثدي لأن أكتوبر يتخصص بهذه الخصوصية في الثدي. ماذا بينا نوصلوا صوتنا لأقصى نقطة في هذه الولاية باش ولا في الوطن باش يسمعوا باللي هذا سرطان الثدي نقدروا ننتصروا عليه بفضل التوعية المسبقة. وحا هنا لمساعدة المريض والأقارب تاعو. وحا فاتحة أبوابها لجميع المرضى تستقبلهم من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء. نستقبلوا المرضى كل واحد والاحتياجات نتاعو اللي يقول سرطان يقول موت يقول ما نعرف واش وهي ما كانش منها. فيها لي مالاد اللي يجيو يحتاجوا لي بريستاسيون وكاينين دي مالاد صنف اخر اللي يجيو باش يديروا لا راديوثيرابي يباتوا عندنا باسكو هنا عندنا اقامه للمرضى اللي خارج الولايه تما نحددوا اللي خارج الولايه يجيو يباتوا لهنا على قد لو موا تاعهم تاع لا راديوثيرابي. Vous avez vu la résidence هذه تاع عائشة هذه بناها سي بن بوحجة. Elle porte le nom de sa mère ربي يرحمها عائشة. Donc on accueille les malades dans chaque chambre, la douche et tout, et le malade il est accueilli en toute dignité. Il y a un espace vie, un salon avec un grand écran où les malades se rencontrent là-bas, une kitchenette. Vous avez vu تاني la résidence تاع بولطيف عبد القادر اللي بناها résidence Fatima. Pratiquement, c'est la même chose que la résidence Aïcha. Mami, Rabbi Yarhamou, à 90% de réalisation, il est décédé. Donc, Inch'Allah, c'est ces enfants qui vont continuer pratiquement à terminer de la résidence هذه. في جمعية واحة المرافقة في عدة أنشطة رياضية سواء داخل القاعة في دار واحة أو خارج دار واحة في مساحة خارجية تسمح بتكفل الأحسن والأنجع للمرضى بطريقة بدنية وهي الصحة الرياضية. لا درنا في واحة كاينين وين يديروا لي ديفيرون موفمون باسكو المريض عنده اختصاصي في لا سبيسياليتي تاع لو موفمون ديكزارسيس فيزيك.
تاع الولاد كراش عبد الحفيظ اللي سماها لو نوفو تاعو décédé à 11 ans la résidence Younes. Donc il y a toutes les commodités aussi pour les enfants, une salle de lecture, une salle de jeu. Donc les enfants se retrouvent, ils oublient un peu leur maladie, qui redouvent les jeux hadouk et tout. Et c'est un bonus pour Waha. Voilà, un reportage plein d'émotions et qui montre un peu la structure de Wahab. C'est vrai que là, on prend conscience quand même qu'il y a du travail et que vous avez des structures d'accueil qui sont capables d'accueillir ces malades un peu perdus après l'annonce de la maladie. Je pense que c'est ça. C'est ça, il n'y a rien à dire. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez ramené beaucoup de choses. Ouais. Avant de parler du programme de demain qui sera une journée de sensibilisation, alors j'aimerais bien d'abord que vous nous expliquiez ce que vous nous avez ramené là. Bon, vous pouvez prendre et montrer. Laissez-moi, je vais prendre. Et voilà. On a donné l'initiative de confectionner des prothèses mammaires tricotées ou crochetées. Et c'est pour y remédier parce que la prothèse silicone, ça devient cher, c'est un peu lourd à mettre. Donc on a pensé à remplacer, c'est-à-dire c'est une étape alternative en attendant qu'ils peuvent manger. Donc voilà, ici c'est des prothèses. Et alors là, c'est la prothèse. Voilà, c'est des prothèses crochetées. Et ici, voilà, on a pensé, voilà, on a préparé ça, c'est pour y donner. Ouais, ça, c'est des coussins qu'on appelle des coussins cœur. Ça, c'est des coussins qui se mettent ici sous les aisselles pour y reposer le bras du côté de... Ah, ça se met ici, voilà, comme ça, c'est pour aider la malade. C'est pour aider la malade. C'est une prothèse. Voilà, ça, c'est une prothèse. Voilà, c'est pour la montrer. Voilà. C'est fait facilement. Elle est faite selon les normes internationales. Ah oui, c'est-à-dire que c'est des trucs que j'ai pris d'une association américaine. Donc j'ai trouvé qu'ils faisaient ça, voilà, donc avec les tutos, les patrons, les tutos, tout. Donc vous savez, nous avons un reportage qui a une femme qui est formidable, ascétiste, qui fait, elle aussi, elle a fait comme vous. On suivra le reportage après, mais nous avons un reportage vraiment qui met en... On a distribué à combien? C'est des reposes poitrine, c'est des protèges poitrine, les voitures. La ceinture d'une femme d'ablation, voilà, les voitures, elle a la ceinture de sécurité. Bah oui, voilà. Montrez-moi. Voilà. Fallait y penser quand même. Voilà. Ça, c'est pour les... Ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est vrai que la ceinture de sécurité, elle fait mal à la femme, mais surtout si elle est... si elle a l'ablation. Bon, c'est-à-dire les véhicules, le côté. Donc, c'est une façon de protéger le... Bien sûr, vous donnez ça gratuitement. Ah, gratuitement. Bien sûr, voilà. Il faut préciser parce que... Ah non, Hado, c'est payé gratuitement. Et qui les confectionne? C'est vous-même ou il y a un groupe? On a conçu un atelier, il y a un atelier de travaux manuels. Donc on a commencé d'abord au démarrage par les prothèses, ensuite on a commencé les coussins et comme l'information a circulé, il y a des malades qui étaient intéressés. Des malades qui chez nous, et ils avaient un métier, un savoir-faire. Je crois que la plupart des femmes savent coudre. On a ramené des couturières, des femmes qui tricotent, des femmes. Donc l'atelier est devenu, avec au démarrage, 2-3 personnes. Maintenant, pratiquement, on est une quinzaine. Et c'est des femmes, la plupart, c'est des femmes malades qui sont chez nous. Il y a des bénévoles qui viennent occasionnellement, qu'on les appelle pour la couture, pour la confection. Donc c'est vraiment... Mais elles adorent ça. C'est-à-dire... c'est l'essentiel, hein, c'est que surtout les femmes malades, voilà, c'est les femmes malades, ça leur est vraiment... Et même on a conçu, puisqu'on reçoit des effets vestimentaires, c'est-à-dire en deuxième main, on a pensé faire des recyclages. Des effets vestimentaires, on les a recyclés, ont des petits effets des enfants, des robes, des jupes, c'est-à-dire des petits sacs, des voilà, petits. Et aussi, voilà, par exemple, il y a un modèle de recyclage. D'accord, c'est quoi exactement? Exactement, voilà, on a pensé, puisque les femmes après la chimiothérapie, c'est des turbans.
Ah, ok. Le turban, voilà. Oui. Le tissu est récupéré à partir de, Voilà. de vêtements de deuxième main. C'est des vêtements de grandes personnes, on les a recyclés. Voilà, ici, c'est des chouchous. Ah, des petits chouchous. Ben ouais, ça fait Voilà, toujours plaisir aux femmes. Voilà, c'est des recyclages à partir des vêtements qui existent déjà chez nous. Ah, c'est- Donc voilà, les turbans. Et tout. Donc ça active, hein, on sait que Ah oui, il y a beaucoup, actuellement, oui, ça dire vraiment, c'est... Là, on peut faire un appel Oui. aux femmes qui ne peuvent pas, qui ne sont pas libres, et qui ont des enfants, et qui sont à domicile. Quand elles ont le potentiel de faire du crochet ou de la couture, elles peuvent se présenter à Waha, prendre la matière première, Voilà, les tissus, la laine, la ouate, etc. Voilà, la Elles matière peuvent première, travailler le chez hadith elles et tout et tout. et contribuer de façon indirecte, à exactement. c'est pas distance. obligé qu'elles se Ah non, non, rendent, c'est pas obligé, non. On a plusieurs actuellement femmes, c'est-à-dire la laine, on a racheté la laine, ils nous ont conçu des bonnets, des cache-nez, et on les donne aux malades. Ben oui, Et elles sont à la maison, mais هما يجيو نعطيهم les matières premières ويروحوا. Très bien. Très bien. ماذا بينا c'est-à-dire الوحده هذه الديره elle émerge. Ben oui, bien sûr. Ouais. Donc il faut lancer un appel aux Justement, dames. voilà. Voilà, Madame, mesdames qui êtes à Eh. femmes au foyer, au Oui. domicile, vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais on vous donne la matière La première. matière première, Et voilà. puis surtout, Ouais. voilà, vous Voilà, leur montrez. exactement, Non, ouais. c'est bien. Puis ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement, parce que des fois, on dit c'est peut-être un peu loin, on n'a pas le temps. Mais là, Exactement, bon, Oui, voilà, et il faut surtout juste- qu'à Waha, on travaille les jours de semaine. C'est-à-dire les week-ends, on se repose. Et les week-ends, il y a beaucoup de femmes qui peuvent être disponibles. Bon, on réfléchira sur ça, Oui, parce que bien les sûr. enfants vont à l'école. Oui, oui, c'est donc ça. les mamans restent à la maison. Elles ne peuvent pas Donc se elles déplacer, peuvent oui. contribuer à distance. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours rester à l'écoute des autres. Parce que c'est ça Exactement. la meilleure manière bien de contribuer. Alors, demain, mercredi, vous avez une grande journée de Ouais. sensibilisation. Alors, On a- voilà, qu'est-ce que vous Déjà, allez on a organiser commencé exactement à partir du 1er octobre. Souvent, il y a des personnes qui disent le cancer du sein, c'est pas uniquement octobre, c'est on vrai. en parle tous les jours. C'est comme pour toutes les occasions. Mais on dit qu'en octobre, c'est une halte. Ouais. On s'arrête une seconde et on se dit, il faut lever la voix, il faut parler plus fort. C'est un rappel, et c'est un appel. Et Waha Solidarité rappellera et appellera toujours à la sensibilisation contre le cancer du sein par le dépistage Précoce, qui est précoce très qui important. concerne l'examen mammographique et dont vous allez discuter avec Oui, les médecins de l'hôpital, et du diagnostic précoce Et- qui est l'autopalpation. Palpation, voilà, oui. Pourquoi il faut apprendre à s'auto-palper, à se toucher. Premièrement, il faut apprendre à connaître ses seins. Ces seins, on les observe. On doit les observer pour pouvoir distinguer n'importe quel changement. Si on ne les connaît pas, Oui. parce que dans notre culture, ce sont des zones qui sont cachées. Oui, puis c'est On un les peu montre tabou, il pas. faut C'est pas un se cacher, tabou. c'est un tabou. C'est une donc culture on a du qu'il mal faut- à en parler d'abord, Oui, et puis oui, surtout à bien sûr, partager. c'est une culture qu'il faut intégrer dans notre vie quotidienne. Il faut apprendre à connaître ses seins, leur forme, leur couleur, leur volume, pour pouvoir distinguer n'importe quel changement. Et là, c'est à travers les campagnes de sensibilisation que qu'il vous faut- attirez voilà, l'attention des il faut femmes. faire malades, ouais. dans le diagnostic précoce, qui est l'autopalpation, on va trouver, par l'autopalpation, si la femme ou l'homme trouve un nodule, il est important qu'il se dirige vers le premier établissement de consultation Ouais, et bon, je le pense plus que proche. voilà, tous les hôpitaux sont ouverts. Voilà, comment Justement, s'autopalper, ce n'est pas évident de se dire j'ai touché. Parce qu'il y a une femme, les femmes peuvent te dire, on vous assure que vendredi passé, quand j'ai pris la douche, il n'y avait rien, et qu'aujourd'hui, je touche un trouve nodule un de... nodule. Non, c'est la manière de se palper qui n'est pas convenable. Pour cela, à Waha, C'est pour ça que vous faites ces campagnes, L'auto- c'est pour montrer les gestes justes. juste, parce qu'autant
Bien sûr, par le dépistage précoce, nous allons, qui est la mammographie, les médecins vont vous dire après, les médecins vont prendre en charge, que l'on tout ce qui est médical, peut détecter ce que l'œil ne voit pas et que la main ne touche pas. Mais par le diagnostic précoce, on peut toucher une masse qui est un peu plus grande, mais il est toujours important de se présenter le plus vite possible et éviter les diagnostics tardifs. C'est surtout ça. Hein, autant c'est dépisté tôt, autant la guérison est plus. Pour cela, à Waha, depuis le 1er octobre, tous les mardis, on a un médecin de Waha qui fait la consultation le matin. Elle autopalpe les femmes qui viennent, qui se présentent, et elle leur apprend surtout les gestes à faire. Les gestes à faire. Et l'après-midi, ce sont les sages-femmes de l'association des sages-femmes Bureau de Constantine qui se présentent à Waha, comme aujourd'hui. Il y a consultation la matinée et il y a consultation l'après-midi. Alors, nous avons, bien sûr... Mais ce mercredi, demain, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Demain, mercredi, après, on a fait une sortie rose, excursion. C'est ce qui est bien, hein, c'est que vous attirez l'attention. Oui, on a regroupé la marche rose al-Barawi, où on a expliqué pourquoi on est là. Et il y a eu beaucoup d'interventions et c'était très agréable. Il fallait lier l'utile à l'agréable et main dans la main contre le cancer du sein. Demain, mercredi 18, nous aurons pour la sensibilisation 3 conférences sur le cancer du sein, la prévention, sur le cancer du sein et les problèmes dentaires, et les sages-femmes, questions posées par les femmes et réponse directement avec les sages-femmes. Et il y aura exposition de stands. Il y aura le stand de Waha Bienvenue. On distribuera les documents de Waha et le dépliant pour l'autopalpation. Il y aura un grand stand de distribution gratuite de vêtements de deuxième main pour les femmes, les hommes et les enfants. C'est des vêtements qu'on a triés, qu'on a pliés et qui sont mis au service des malades. Il y aura le stand des sages-femmes qui viennent se présenter leurs documents et proposer l'autopalpation aux femmes qui sont présentes. Il y aura le stand de l'art-thérapie qui est introduit à Waha cette année. C'est les dessins et les femmes colorient des schémas qui leur sont donnés et s'expriment par la couleur dans le silence et la discrétion. Donc, tout ceci va être exposé et l'après-midi... Y compris ça aussi. Y compris, il y aura le stand du Dukan. Le stand du Dukan mettra à la disposition des malades nécessiteuses qui demandent la prothèse mammaire. Ce n'est pas une prothèse anatomique, hein, c'est une prothèse textile. Qui est avec très les légère, coussins, voilà. avec les coussins, avec tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, on mettra un peu quelques objets qui ont été faits par les femmes. Sûrement. Les bracelets, les bonnets. Les bracelets, voilà, par exemple. Même les rubans, voilà. Les bracelets, tout ça, c'est des petites choses qui ont été faites par les malades, à la disposition de toutes les femmes. On lancera un appel à toutes les femmes. Je vous dis, hier, l'appel est nécessaire. Tout le monde, tous les concernés le font cette année et le feront encore dans l'avenir. Et hier, nous avons reçu une femme, et tu étais présente, l'âge de 45 ans, qui porte le nodule depuis 8 ans. Ouais. Ça veut dire qu'elle est rentrée dans l'oubli. Et l'oubli provoque l'inaction. Et l'inaction, c'est une grande erreur. C'est vrai, l'erreur est humaine. Mais on doit faire il faut réagir. Attention. Pourquoi, madame, vous avez laissé? C'est le déni. Je ne veux même pas savoir pourquoi. Maintenant, le diagnostic et le suivi
est compliqué pour elles. Donc, il existe encore un déni. Les femmes ne veulent pas comprendre, ne veulent pas savoir, ne veulent pas entendre parler, parce que pour eux, c'est la mort, etc. Non, la sensibilisation reste d'actualité et restera encore. Inch'Allah. Donc, on vous donne rendez-vous demain. Allez, un petit dernier mot, parce que là, on a consumé tout le temps. Mais juste un petit mot avant de nous quitter. Je vous remercie d'abord d'avoir fait le déplacement, parce que c'est très important de continuer à parler de cette maladie qui touche de plus en plus de femmes et quelques hommes aussi, parce que les hommes aussi doivent faire attention. Juste un dernier mot. Oui, donc tout ce qu'on demande, et il ne peut pas l'occasion, on présente Octobre Rose. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des femmes, des bénévoles et tout, on leur donne tout le nécessaire pour la conception des prothèses mammaires, c'est-à-dire tout modèle, et مرحبا بهم في أي وقت. Voilà. Merci. Merci, je vous remercie. On vous donne rendez-vous à toutes celles qui nous écoutent et tous ceux, parce que même les hommes sont concernés. Bien demain, à Waha, c'est à la nouvelle ville, à 1h. Voilà, à partir de 13h jusqu'à 18h, il y a un après-midi de sensibilisation avec tout ce qu'on parlait. Bien, ça sera en exposition et avec, à tout le monde, en conférence. Bien, on va rester dans le thème et en se rendant à Sétif avec Siham Louail, qui elle aussi, styliste modéliste de son état, bien a choisi de se consacrer à la confection des prothèses mammaires. Reportage. الإنجازات لكنها تتنوع وتتعدد. بصح هذا الإنجاز عنده بصمة إنسانية، هو أكثر من إنجاز، رايح يكون إنجاز وأثر في نفس الوقت. ربما تتشابه المشاريع، ربما واحد يدير مشروع يكون فخور به وربما يكرر مشروع، لكن المشروع هذا يعتبر بصمة ويعتبر علامة فارقة، لأنه الأستاذة فيه سهام لوعيل اللي نوجه لها تحية الإجلال، تحية إكبار، لأنها تعبت، لأنها بذلت مجهود استثنائي. هذا المشروع استثنائي بالبصمة نتاعو. راحت هذه الإنسانة فكرت في أمر لفئة معينة، فئة تعتبر كما نقولوا فئة ما نقولوش ضعيفة ولا من فئة يعني محتاجة بزاف أنه الدعم والمساعدة، لكن هي قدمت المساعدة في شكل مختلف جدا. يعني هذا المشروع وهذا الإنجاز موش رايح يكون فخر لولاية سطيف، بل هو لولاية سطيف للوطن، وإن شاء الله يا ربي أنا نتمنى لها تكون في العالمية والريادة لما لا. هذه المشاريع رائدة، والمطلوب والمطلوب منا كمجتمع والله كسلطات والله دعم هذا المشروع، ندعموه بكلش. اللي قادر يمد يد للدعم وللمساعدة به يكبر ويفرح به الطبقة هذه، تفرح به الطبقة اللي راهي موجهة له، لابد له من دعم. ألف مبروك. وان بليس قالت لي هي أول امرأة اللي دارت في الدول العربية هاد الانيسياتيف، دونك نتمنى لها غير النجاح إن شاء الله. وش نقدر نقول لها، هذو المرضى اللي جابت لهم هاد ليدي هذه وتجيب لهم بسمة في حياتهم، هذا تلقاه الخير في الدنيا وفي الآخرة، وإن شاء الله دخلنا لها بالربح. وهذا المرضى ربي يشافيهم، نطلبوا لهم نبارك للأخت سهام لوعيل المصممة المحترفة على هذا المشروع الفتي الذي نتمنى أن يكون على مستوى 58 ولاية على مستوى الجزائر كافة، تنشئ فروع على مستوى الجزائر كافة إن شاء الله. وهذا المشروع هو بادرة خير إن شاء الله على ولاية سطيف، خصوصا لمريضات السرطان،
الذي يبعث فيهم الأمل كما كنت تقول مشروع إنساني حقيقة إنساني لأنه يبعث فيهم الأمل مع تمنياتنا بالشفاء لجميع مريضات السرطان. جميل جدا أن تجسد مشروعات كهاته خاصة للمريضات مريضات سرطان الثدي شفاهن الله وعافاهن، ونحن نثمن هذه البادرات لأنها تزرع الأمل وتتخلى عن الألم الذي تعانيه كل المريضات في مختلف ربوع الوطن الجزائري أو خارج الوطن. هذه رسالة إنسانية نبيلة من السيدة سهام لعيل لكل البطلات المكافحات مكافحات مرض السرطان شفاهن الله وعافاهن بأن هناك أمل، هناك بصيص، هناك شعلة، هناك دوما من يحقق ويجسد هذا العلاج. لا بروتيز مامير دارتها للنساء اللي عندهم لابلاسيون دو سان باش تيكيليبري لهم وما يحسوش بالنقص هذاك، وما شاء الله راهي توصلت وفرحت الناس بزاف. وانا نعرفها من بكري، اول لقاء تاعنا تلاقينا في دار الصبر، يعني انسانه طيبه تعلمهم الخياطه المحتاجين دوك تدير لهم باطل. وهذا المشروع Un reportage sur la mise, enfin c'était le début des activités de Siham Louail qui fabrique des prothèses mammaires. Puis elle a besoin de soutien, elle a besoin d'être soutenue à Sétif, et c'est une femme qui, d'instinct, elle a choisi d'abord d'aller vers les malades, ensuite de les aider par des prothèses. Maintenant, elle a réussi à faire un atelier de fabrication des prothèses mammaires. Bien, il faut l'aider, c'est une femme qui est très bien. Voilà. On va rester toujours dans le même sujet, Octobre Rose, avec alors 2 médecins. Ça nous permettra un peu de sensibiliser les femmes et puis parler du côté médical, parce que dans la première partie, on a parlé de la solidarité, de l'association Waha. Maintenant, eh bien, on va parler de ce qui est l'acte médical et de ce qu'il faut faire. D'abord, marhaba bik, merci Linda Chakmak, qui vous êtes directrice des activités médicales et paramédicales au sein du CHU de Constantine, c'est ça? Tout à fait, Ismaël. Merci Ismaël. Bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Bisha Sofia qui est chirurgienne, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui. Et bon, pas spécialement dans le domaine, mais vous êtes toutes les deux, vous allez représenter le CHU. Alors d'abord, qu'est-ce que vous faites au CHU durant le mois d'octobre? Si les associations font des campagnes de sensibilisation, vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, Ismaël, donc, durant le mois d'octobre, donc d'ailleurs depuis le début du mois d'octobre, le CHU de Constantine, à l'instar de tous les établissements à l'échelle nationale, a lancé une campagne d'information, de sensibilisation, de dépistage et de diagnostic du cancer du sein. Donc à travers plusieurs activités, donc nous avons des activités donc de consultation. Donc nous avons une consultation de scénologie, donc dont professeur Bisha donc est membre. Elle va nous en parler. Voilà, elle va en parler donc selon sa spécialité. Donc nous avons une consultation qui se déroule donc du dimanche donc à mercredi, donc au niveau du premier étage donc de la maternité de Constantine. Donc avec donc l'implication du service de radiologie, donc qui assure donc les mammographies donc pour les patientes donc nécessiteuses. Donc nous avons également donc des activités donc de sensibilisation, d'information à travers donc des portes ouvertes, à travers donc des journées donc scientifiques donc qui seront donc qui vont être organisées donc à fur et à mesure. Donc d'ailleurs par la même occasion donc nous avons donc des portes ouvertes qui seront programmées donc le 19 octobre, c'est-à-dire donc ce jeudi. Jeudi. Exactement. Mais vous allez sortir de l'hôpital. On va sortir de l'hôpital. Vous n'allez pas rester dans. Exactement. Donc c'est des portes ouvertes donc qui seront donc organisées donc grâce donc à l'équipe de RCP, donc c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc que je remercie donc vivement, qui vont donc... RCP, moi je suis pas médecin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quoi exactement, docteur Bisha? L'RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire qui se fait par une réunion chaque 15 jours où elle réunit toutes les spécialités qui vont faire face à ce cancer du sein. Par exemple, c'est essentiellement les médecins radiologues, les médecins anesthésistes, les médecins chirurgiens et les anatomopathologistes, et bien sûr sans oublier la pierre angulaire, ce sont les médecins oncologues.
Très bien. Et là, on se réunit pour discuter tous les dossiers des malades qui présentent un cancer du sein pour décider l'indication thérapeutique. Est-ce que la malade, elle va subir un traitement médical en premier ou bien un traitement chirurgical en premier temps? Ça, c'est pour la prise en charge des malades. Mais concernant le dépistage? Le dépistage, oui. Normalement, la consultation de sénologie, elle se fait normalement, c'est pas que le mois d'octobre, mais elle se fait toute l'année. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. On reçoit pratiquement par moyenne 20 malades par jour. Et en ce mois d'octobre, la consultation elle a augmenté en nombre et on arrive jusqu'à 35 malades jour pour la consultation et la sensibilisation. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Vous allez dire très bonne chose que ça fait plaisir de voir les résultats de la sensibilisation. La population féminine algérienne, elle est sensibilisée vis-à-vis du cancer du sein parce que le cancer du sein est un cancer tueur. C'est le premier cancer de la femme. Il y a beaucoup de cas. Oui, il y a beaucoup de cas. Et on voit surtout normalement dans les pays développés, c'est la tranche d'âge entre 50 ans et 76 ans. Alors que chez nous, les Algériens, c'est essentiellement la tranche d'âge jeune. C'est au-delà de 45 ans. Et c'est là où on intervient pour dépister et sensibiliser les patientes. Et elle ne va pas arriver au moment où il y a un nodule, mais on doit dépister au stade infraclinique, chose que la malade, elle ne peut pas ressentir son nodule au niveau du sein, ni même le médecin. Et là, c'est l'intérêt de la mammographie, qui est un examen tout à fait inodin, il n'est pas très douloureux. Et là, elle va dépister la mammographie, les nodules de 3 mm. Et vraiment, on est au stade infraclinique. Si j'ai bien compris, ça veut dire que l'on ne doit pas seulement attendre qu'il y ait des nodules pour aller. Donc, ça veut dire aussi que, au moins, je pense, au-delà de 40 ans, la femme doit au moins par an faire une mammographie. Par an, elle doit faire une mammographie. S'il n'y a rien, on va différer au-delà de 2 ans. Ça sera chaque 2 années. Pour les patientes qui ont des facteurs de risque, on peut faire diminuer le dépistage à 45 ans et même à 40 ans. Et là, la mammographie, son intérêt, non pas au stade du nodule, c'est au stade infraclinique et c'est tout l'intérêt de la mammographie parce qu'elle dépiste un nodule de 3 à 5 mm. C'est vrai qu'il y a la radiographie, pourquoi s'en priver? La technologie est là. Il vaut mieux dépister auparavant. Au CHU, est-ce que vous faites des campagnes de mammographie, je ne sais pas, pour encourager les femmes à faire une mammographie? Je ne sais pas si vous faites ça. Justement, à l'occasion d'Octobre Rose, donc on a lancé une campagne qui est assurée par le service de radiologie. Donc autrement dit, toute patiente qui passe par la consultation de sénologie sera prise automatiquement par l'équipe de radiologie. Donc même en faisant une mammographie. Même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a rien, exactement. Et s'il y a quelque chose, elle va rejoindre la consultation de sénologie, justement pour être intégrée dans le circuit de prise en charge du cancer du sein. Ça, c'est l'intérêt de la sensibilisation. Et puis vous recevez directement un flux, parce que c'est Octobre Rose. Faudrait-il pas allonger octobre et en faire tout au long de l'année? Si, normalement, la mammographie, elle se fait tout au long de l'année sur des rendez-vous, d'accord? Toute patiente qui consulte au niveau de l'unité sénologie, là où il y a une indication de mammographie, elle aura son rendez-vous au niveau de la radiologie centrale et elle le fait de façon pratiquement gratuite. Alors nous allons suivre ensemble un reportage qui montre l'intérêt quand même de la sensibilisation, parce que la communication est très importante, surtout dans notre époque, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, grâce à tous ceux qui peuvent relayer l'information. Nabil Yagoubi s'est rendu à notre place. Alors, c'est un autre? D'accord. Alors, montrez-nous ce qui se fait. Ah, d'accord. Ce qui se fait à l'hôpital. Ça, c'est un exemple de campagne de sensibilisation. العملية تاعنا هي تحسيسية. حنا ندعيو كل النساء من السن
من 40 سنة وفما فوق لازمهم يجيو ويتقلبوا ولو كان ما عندهم حتى حاجة ماشي شرط حتى نلقاو تغيرات في الثدي ولا باه يجيو كونسلطاسيون عندنا لهنا اللي سما يكون عندنا سي لو ديبيستاج يكون منتظم ولازم هي تتبع من بعد كل عامين لازمها تجي. وكاينين النساء اللي هذه من 40 سنه ما يكونش عندهم مرض ديجا في العائله من قبل واللي يكون عندهم افراد في العائله من قبل لازمهم من 30 سنه وطلع فما فوق باه يجيو يتقلبوا. حنا نجربوا نقولوا لهم باللي هذا المرض مالغري كو راهو مرض اونتر بارونتيز شويه قبيح بصح عنده الدواء تاعو نقدروا نبراو منه سورتو لا كان يجيونا كما نقولوا من الاول بلا ما يبانوا الاعراض ويقدروا النساء تعيش في المجتمع بطريقه جد عاديه يعني ما لازمش هما يبدلوا لا فاصون دو سو فوا والمجتمع دوك ما يبدلش لا فاصون دو لي فوار. نتكفلوا بالمريضة من الناحية النفسية خاصة بعد الإعلان عن التشخيص يعني لما يكون فيه تشخيص حول المرض سرطان مؤكد هنا نلحق الدور تاع الأخصائية النفسانية اللي نتكفل بها من عدة نواحي ولا حسب المريضة يعني المريضة تاعها الراجل كي يسمع بلي عندها المرض هذاك هو يتبدل عليها دونك هي ديجا بسيفيكمون elle sera pas bien كما نقولوا لا بسيكولوجي تلعب دور بزاف في الدواء باسكو تعاوننا حنا كاطباء وتعاون المريض انه يقاوم هذا المرض اللي ماهوش سهل على عين المجتمع على العائله كما نقولوا الجيران هو مرض ما يحكيوش عليه الناس بزاف باسكو يحشموا يخافوا انه الناس يتبدلوا عليهم. نحاولوا نوجهوا المريضه سواء نعطيوها نصائح أو نوجهوها لمتابعة نفسية كاملة أو حتى في بعض الأحيان نوجهوها لعند طبيب أو طبيب أعصاب أو طبيب عقلي من أجل يعني علاج دوائي. عندي نداء لكل العاملات والنساء اللي في الدار أي امرأة من سن 18 حتى ما فوق يجيو يديروا الكشف مبكر حاجة هذا المرض موش خطير ولا يعني باه ما يخافوش منه باسكو كي نكشفوا بكري ما نخافوش منه. Donc, reportage Zakaria Touhami réalisé au CHU, ça c'est votre travail que vous faites au quotidien en termes de sensibilisation, justement pour que les malades viennent vers vous et vous les prenez en charge. Mais on a vu l'importance de l'aspect de la prise en charge psychologique qui est très important. Je crois que l'accompagnement, vous avez une cellule d'écoute aussi au CHU, c'est ça? Tout à fait, nous avons une cellule d'écoute, non seulement une cellule d'écoute, mais aussi nous avons donc une psychologue ou deux psychologues au niveau de la consultation de la sénologie. Exactement. Donc sur place, au niveau de la consultation sénologie. Donc justement pour qu'il y ait une prise en charge dès le départ. Mais la campagne de sensibilisation ne s'arrête pas, je pense que c'est tout au long. C'est durant toute l'année et pour éviter justement cet impact psychologique important sur la femme parce que si elle arrive à un stade tardif, la chirurgie elle sera un petit peu lourde vu qu'elle est mutilante et là on insiste sur le dépistage pour essayer de diagnostiquer à un stade vraiment très précoce où on peut indiquer un traitement conservateur tout en laissant le sein en place et là l'impact psychologique il sera moindre par rapport à une mastectomie totale où vraiment l'impact psychologique la chirurgie est vraiment l'ultime étape, on va dire, quand il n'y a plus rien à faire, c'est la chirurgie. La chirurgie, c'est une pierre angulaire dans le traitement du cancer du sein. Soit elle est en sandwich entre traitement médical oncologique et radiothérapie, soit c'est pratiquement le point pivot, d'accord, dans le traitement de cancer du sein. Et le traitement chirurgical, il est important. Il est important. Il est important et il est toujours là. Il est toujours là, il est présent. C'est pour permettre la guérison totale pour la patiente. Pourquoi je dis que la chirurgie, c'est en dernier ressort? C'est pour essayer un peu d'éviter. C'est évitable, on va dire. C'est évitable de faire la mastectomie totale. On peut éviter la mastectomie totale tout en proposant un traitement conservateur carcinologique pour la patiente avec un résultat esthétique satisfaisant.
Et vous avez des résultats, on va dire. On a des résultats, alhamdoulilah. C'est surtout la prise en charge précoce. Les dames qui étaient avant vous, elles montrent des gestes simples d'autopalpation. Est-ce que vous les faites aussi? Ou est-ce que vous montrez... surtout, je pense que ça, c'est le travail des sages-femmes, parce que c'est elles qui reçoivent les femmes qui font le suivi, surtout à la naissance, parce que je pense que c'est elles qui sont les plus proches des malades, je pense. Normalement, l'autopalpation ou la palpation des seins, elle doit être faite par toutes les malades, par toutes les femmes. Pas seulement malades. Exactement. Toutes les femmes doivent savoir palper leurs seins. Ouais. Et on est là, c'est pas que les sages-femmes, c'est tous les médecins traitants, du généraliste au spécialiste, en passant par les sages-femmes, comment sensibiliser les femmes à faire palper leurs seins. Et j'insiste encore, normalement, on ne doit pas arriver au stade nodule, parce qu'il y a une histoire naturelle du cancer du sein qui se développe de 8 ans à 10 ans pour que le nodule soit palpé. Exactement. Le dépistage, on aura en moins un gain de 1 année à 3 années en matière de survie. Et la palpation, elle se fait pratiquement par les sages-femmes, par les médecins généralistes, les médecins traitants. C'est cadran par cadran, une palpation douce par les doigts. Et si elle voit un nodule, si elle voit un changement au niveau de la peau, si elle voit l'aspect de la peau qui change, c'est ce qu'on appelle aspect en peau d'orange, la peau du sein, elle devient comme une orange. S'il y a un écoulement, s'il y a un ganglion dans le creux axillaire, là, on est un petit peu réticent parce qu'on est au stade de diagnostic du cancer du sein. Et le dépistage, c'est important pour le faire, c'est pour diagnostiquer en infraclinique. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et d'où je reviens sur l'intérêt des campagnes de sensibilisation. On va voir un autre reportage, celui que j'ai annoncé par erreur tout à l'heure, c'est celui de Nabil Yagoubi. Et il s'est rendu à un des centres, une polyclinique qui est juste à côté de la télévision. Une polyclinique où la campagne de sensibilisation s'est faite pour tout le monde, pour toutes les passantes, pour tous. Regardons. نهضروا على الاعراض اللي لازم ما تشوفيهم تروحي تتقلبي على جالهم هكذا. اول حاجه عندنا انتفاخ في الثدي، عندنا بلاصه داخله في الثدي، عندنا جهه من الجهتين تاع الثدي تلقايها زادت من الجهه الاخرى. شوفي احنا في الجسم تاعنا دائما عندنا عضو اكثر من عضو هكذا، صح حنا نحكيو على تغير مفاجئ، معناتها تقلبي الصدر تاعك الشهر هذا الشهر الجاي تلقاي جهه تنفخت على جهه، مثلا حتقلبي الثدي تاعك راح تقلبي الجهه هذه، طلعي يدك هذه وتقلبيها بالجهه الاخرى، داكور. عندك كاين 3 طرق. الطريقة الأولى دائرية، معناتها نبداو من الحلمة حتى نخرجوا برا. الطرق كامل يشتركوا في حاجة واحدة، انه راح نستعمل صوابعي هادو وندير شكل دائري. شوفي يدك ندير هكذا، داكوغ. لازم تتكاي، معناتها اي حاجة لداخل راح تفيقي لها. دونك نبداو منا ونمشيو. عندك هكذا 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 وتدوري على الثدي كامل. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طالعة نازلة، دونك تبداي هك وتطلعي تطلعي تطلعي وتزيدي تهبطي تطلعي تهبطي هكا. ما تنسايش البلاصه اللي فيها الراس تاع الثدي لانه راهي بلاصه مهمه جدا، داكور. يعني نصائح جيده والله يرضى عليكم ان شاء الله بهذا ما شاء الله. اليوم ككل عام في شهر أكتوبر اجتمعوا القابلات في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية العربي بن مهيدي قسنطينة لنشر التوعية حول سرطان الثدي للنساء وتذكيرهم بضرورة الفحص الذاتي أولا ثم لدى القابلة والطبيبة ثانيا، وبه يذكروهم بضرورة الكشف المبكر للمحاولة أنهم ينقصوا من انتشار هذا المرض لدى النساء. لهنا نوعيو النساء ونساي باه نوعيهم باش يجيو يتقدموا لينا وباه نشوفوهم ونكتشفوا سي كوا كو سوا او موان كيكون مبكر، ستادير الكشف المبكر لسرطان الثدي، وهكا لا بريز ان شارج تكون رابيد فاسيل والشفاء يكون عاجل. عندنا حاجه سهله نقدروا نديروها، هو التشخيص المبكر عند التلاميذ في السي ام باغ اكزومبل، في لي ليسي، في الجامعات.
et nous sommes en contact avec les femmes. Les femmes, la jeune fille هذه تاع اليوم راهي هي غدوة المرأة. في الجزائر عندنا 17000 كا نوفو كا في الجزائر 17000 نوفو كا. ما بين هادو لي 17000 كا كونسير دو سان نوفو عندنا 5000 ولا 4000 يموتوا كل عام. دونك ماذا بينا انا كو سوسوا مؤسسات عموميه كو سوسوا لابوغاتوار كو سوسوا انا نعطيو واش نقدروا باش نوعيو لا بوبولاسيون السكان و اوني لا باش نجاوبوهم على اي حاجه يحبوها استفسار. وماذا بينا الحكومه ثاني دير واش تقدر عليها باش تسهل لهم ان شاء الله. On remercie aussi notre caméraman Ayman Chekiri qui accompagnait Nabil Yagoubi pour ce reportage. Voilà, ça c'est un exemple de sensibilisation. Pour ça, je parlais des femmes, des sages-femmes qui sont proches des malades. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avant de passer à un autre sujet, parce que vous avez aussi d'autres activités au sein de l'hôpital. Dernier mot pour toutes les femmes. C'est, s'il vous plaît, faites-vous dépister, que ce soit il y a des facteurs de risque ou pas, il faut se faire examiner par soi-même et par son médecin traitant afin de diagnostiquer le cancer du sein à un stade très précoce où on peut vous offrir un traitement minimum conservateur en matière de cancer du sein. C'est surtout ça, et puis une mammographie, ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Alors au CHU et COJ aussi, vous avez la journée, aujourd'hui c'est la journée C'est la journée nationale donc, de l'hygiène hospitalière. Alors, vous avez un programme spécial pour... Tout à fait. Donc c'est une journée qui a été instituée donc, par Monsieur le ministre, donc, à travers un arrêté ministériel donc, qui date donc, de l'année 2022. Donc, c'est donc, le 17 octobre donc, de chaque année, donc, correspond à la journée nationale donc, de l'hygiène hospitalière. Donc, le CHU de Constantine, donc, à l'instar donc, de tous les établissements donc, qui soient étatiques ou publics, donc, à travers donc, le territoire national, vont célébrer donc, cette journée donc, en faisant des activités. Donc, par exemple, donc, au niveau du CHU de Constantine, donc, on avait préconisé donc, une grande campagne donc, de nettoyage donc, au niveau du CHU, donc, avec donc, des campagnes donc, d'embellissement. Donc, par et avec l'aide d'associations et puis... à travers donc, l'aide d'associations. Donc, par la même occasion, donc, je tiens donc, à remercier donc, l'APC, donc, la société civile, donc, l'association donc, des donneurs de sang, donc, plusieurs associations. Donc, nous avons également donc, l'équipe donc, du CEMEP, donc, du CH de Constantine, donc, qui a prévu également donc, une journée scientifique donc, qui est dédiée aux professionnels de la santé, avec plusieurs activités donc, qui vont se faire donc, concomitamment donc, aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin, parce qu'on arrive à la fin de ce plateau, parce qu'on va parler d'autre chose. Vous voulez dire quelque chose avant de quitter, Dr Bichat? Oui, c'est toujours, faites-vous dépister s'il vous plaît. Alors, mammographie, autopalpation et traitement et consultation chez votre médecin traitant ou au minimum le médecin généraliste et la sage-femme. Très bien. Docteur Linda Chakmak. Donc, pour ajouter à ce qu'a dit donc, ma chère collègue, donc, je compte inviter donc, tous les citoyens, surtout donc, les citoyens donc, de Constantine, aux portes ouvertes donc, qui seront donc, organisées donc, par le siège de Constantine au niveau donc, de la maison de culture donc, Melk Haddad. Donc l'avantage, c'est qu'il y aura donc toutes les spécialités qui sont impliquées donc, dans la prise en charge du cancer du sein, allant des spécialités médicales, donc les chirurgiens, les radiologues, les oncologues, les radiothérapeutes, les psychologues, les sages-femmes. Donc toute question qui peut passer par la tête donc, de la femme, donc il y aura donc une réponse, Inch'Allah. Et donc on les invite donc vivement à y participer. Et ça se passe donc jeudi de quelle heure à quelle heure? Donc à partir de 13h, donc à la maison de culture Melk Haddad. Très bien. Il faut en profiter parce que des fois à l'hôpital, il faut se rendre dans plusieurs services. Là, c'est tous les services qui sont regroupés, donc il faut en profiter. Tout à fait. Ça sera des portes, donc des tables rondes, donc il y aura donc des débats. Donc une journée chargée. Une journée chargée, donc avec une interactivité donc, entre les citoyens et donc nos spécialistes. D'où l'intérêt de venir, et puis c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Tout à le monde. Voilà. Exactement. Docteur Bichat, merci. Merci à vous. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Du moment que vous faites partie de cette structure de réflexion multidisciplinaire, donc j'espère qu'on se retrouve, Inch'Allah. Docteur Linda Chakmak, merci. Merci à vous. On va juste transiter pour passer et se remémorer. Ça, c'est un travail de mémoire qu'on s'est fixé. Et je crois
que revenir en arrière, c'est pour mieux aller vers l'avenir et puis aller de l'avant. Alors on va revenir un peu dans le temps pour parler du 17 octobre, du jour de l'émigration, qui est une date que la France ne veut pas reconnaître jusqu'à maintenant, la France coloniale. Donc, ce qui est dommage, nous on essaie bien de rappeler à chaque fois que les hauts faits de mémoire sont là. Et puis, pour transiter, en attendant de recevoir le docteur Allawa Amara, montrer aussi notre soutien à nos frères palestiniens qui souffrent par ce que fait le sionisme qui agresse cette bande de Gaza et qui n'arrête pas. Nous, on montre notre solidarité à travers ce que l'on peut. On vous offre cette chanson dédiée à toutes les victimes, à tous les martyrs de la Palestine. Voilà, c'est Ahmed Cheket et sa troupe
montrant leur soutien à la Palestine, nos frères palestiniens qui se font martyriser comme les martyrs. Toute cause noble a besoin, je crois, de martyrs, comme la révolution algérienne a eu besoin de martyrs, et nous leur rendons hommage. Aujourd'hui, c'est le jour de l'émigration, le 17 octobre 1961. Des Algériens pour manifester et pour dire leur mécontentement, réclamant leur indépendance, sont sortis à Paris un 17 octobre. Et puis le funeste Maurice Papon, préfet de Paris, donna l'ordre de tirer sur les manifestants. Et là, un massacre. Il y a eu des centaines de victimes, certains n'ont pas été retrouvés. Et voilà. L'histoire retiendra que aujourd'hui, 17 octobre, est un jour où l'on rend hommage à ces personnes, à ces martyrs qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie soit indépendante. Professeur Amara Allawa, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes pratiquement notre consultant en histoire. Maintenant, on a pris l'habitude de vous recevoir à chaque fois. Marhaba bik, merci d'être là d'abord. Alors, le 17 octobre, comme je disais, est une date quand même historique, une date importante dans le mouvement, dans l'acheminement de la révolution algérienne vers son indépendance. Oui, tout à fait. C'est une date qui symbolise la lutte du peuple algérien pour l'indépendance, pour la libération. Donc c'est une date aussi qui symbolise aussi un massacre. Donc c'est un massacre de population civile, de manifestants. Donc c'est la suite justement, c'est le cas, c'est après la répression sanglante des manifestations du 11 décembre 60, et puis à la répression aussi des manifestations du 5 juillet 61. Donc c'est à Paris maintenant la répression de la manifestation organisée par les Algériens à Paris le soir du 17 octobre 61. D'abord c'était une marche pacifique, il faut le souligner. C'est des gens qui sont sortis les mains vides. Même l'instruction qui a été donnée aux manifestants, c'est de ne pas porter d'armes, ni couteau, mais seulement les mains vides et revendiquer avec des slogans. Oui, tout à fait. Donc avant déjà les manifestations, l'été 61 est marqué par des rafles organisées par la police française contre les Algériens. Il y a eu beaucoup de personnes arrêtées, torturées, brutalisées dans des commissariats. Il y en a qui ont été aussi exécutés, sommairement exécutés. Et donc ça, c'était déjà l'été 61. Le 6 octobre 61, le préfet de police de la Seine, Maurice Papon, qui a été à deux reprises préfet à Constantine. Préfet à Constantine. 49. Puis 56, 58. Donc déjà Constantine, il était déjà connu. Il a laissé ses traces, les méthodes. Oui, avec la fondation notamment du CNRA. Donc c'est le centre d'action et de recherche et d'action, de renseignement d'action, pardon, qui est marqué par l'exercice des tortures, des liquidations, etc. Donc à Constantine, c'était à Mziane. Et donc à Paris, le 6, donc il a décrété le couvre-feu appliqué aux Algériens à partir de 20h30 à 5h30 du matin. Donc les Algériens n'avaient pas le droit de circuler entre 20h30. Un couvre-feu raciste, on va dire, voilà, c'est ça. Plus que raciste. Oui, raciste, tout à fait. Et puis aussi avec la fermeture des cafés, des restaurants tenus par les Algériens. Donc les Algériens n'avaient pas le droit ni d'exercer ni de sortir. À partir de 19h, à partir de 19h. Oui. Donc c'est pour cette raison que le comité fédéral, donc de la Fédération du Front de libération nationale en France, s'est réuni le 10 octobre pour prendre des mesures contre justement cette interdiction, ce couvre-feu. Et donc ils ont pris des mesures. D'abord, c'est les manifestations et puis la grève des commerçants algériens. Donc, au départ, c'était prévu les manifestations le 14 octobre. Et puis, à cause donc, du retard d'organisation, les manifestations ont été reportées au soir du 17 octobre. Donc, avec tout un plan de manifestations dans les artères principales de Paris, notamment boulevard Saint-Michel, place de l'Étoile, place de la Concorde, de l'Opéra,
Donc, c'est les principales artères de la ville de Paris où les Algériens sont sortis, où ils étaient interdits de sortir. C'est pour ça qu'ils se sont donc à partir de 20h, avec des lieux d'abord de rassemblement dans la banlieue parisienne, notamment à Aubervilliers, donc la banlieue nord-est, à Aubervilliers, à Nanterre, et le sud à Noisy-le-Sec. Donc c'est pour ça, donc c'était bien organisé pour justement défier les autorités coloniales avec des manifestations pacifiques. Ah oui, il faut insister sur le terme pacifique et surtout, il y avait surtout une instruction pour ne pas porter d'armes, pour ne pas provoquer ce qui a été provoqué finalement, puisque le préfet a donné le droit, a donné l'ordre de tirer sur les manifestants et même de les jeter sur... les cadavres ont été jetés dans la Seine. Oui, tout à fait. Et avec aussi la participation des femmes et des enfants aussi. Donc c'est une mobilisation générale. Parce que la fédération JFLN envisageait de mobiliser environ 50 000 personnes. En fin de compte, d'après les estimations, 24 000 ont pu rejoindre le centre de Paris, donc c'est au cœur de la capitale française. C'est surtout ça. Pour manifester contre cette décision injuste parce que, du préfet. On est libre de circuler. Oui. Quand on vit dans un pays, on est libre de circuler. Et surtout que cette interdiction ne concernait que les Algériens. Que les Algériens, pour objectif déclaré lutter contre l'action des militants du FLN contre les Français, notamment l'attaque des cibles stratégiques. Parce qu'à partir de 1958, le FLN a décidé justement de mener des attentats sur le sol français contre des cibles stratégiques, des infrastructures. Donc c'était... D'où la création de la Fédération de France du FLN qui était qui était en France justement pour organiser et mener ces opérations de ciblées. Il faut dire, c'était pas pour toucher n'importe qui, c'était des... Oui, c'était ciblé parce que l'immigration ouvrière en France était encadrée pratiquement depuis 1924 par des militants. Par des grands militants, dans le cadre déjà de l'action de l'émir Khaled, et puis l'action de l'Étoile nord-africaine sous l'impulsion de Missa Lihaj, et puis notamment début des années 50 aussi, avec notamment Boudiaf, qui a été envoyé avec des Dachmarad pour diriger la Fédération de France, et puis après la Fédération JFLN qui a été fondée en 1955. Alors, dirigé à l'époque par Mourad Tarbouch comme premier responsable de cette fédération. Très bien, on a toujours retrouvé des traces de cette manifestation. Mais le nombre de victimes n'a jamais été arrêté exactement. Tout à fait, parce que les autorités coloniales, déjà un communiqué de presse du préfet de police Maurice Papon a fait état de 3 morts. Seulement. 3 morts seulement, avec des accusations dirigées contre les manifestants pacifiques, justement, qui prétendaient qu'ils étaient à l'origine, justement, des violences contre la police. Et ensuite, c'est vrai, il y a eu un débat au sein de la classe politique d'abord française, les médias justement, qui s'interrogeaient sur le sort réservé aux Algériens. Parce que des centaines déjà massacrés, et puis l'arrestation des milliers. Des statistiques qui donnent le chiffre d'à peu près 11 000 personnes arrêtées justement, et puis après brutalisées par les policiers dans les stades, les salles de sport, etc. 11 000 personnes arrêtées. Et il y a eu à peu près 400 morts, je crois. Oui, à peu près. Donc on a juste des estimations. On ne sait pas exactement, parce qu'il y a eu des disparus. Oui, tout à fait. Et le problème, c'est que cet événement, pratiquement après, est passé sous l'essence. Il fallait attendre des publications. Et là, je cite à titre d'exemple les mémoires de Ali Haroun, éditées en 1986, justement, qui a décrit cet événement. Ali Haroun, qui était l'un des responsables de la fédération, donc cette édition. Et après, l'ouvrage du français Jean-Luc Inaudé aussi, la bataille de Paris, 17 octobre 1961, aussi, qui a mis en lumière aussi certains aspects qui ont entouré ce massacre. Et puis après, il y a des travaux justement qui
qui ont mis en lumière justement quelques détails concernant la répression sanglante, meurtrière de cette manifestation pacifique. Oui, bon, on peut, Salah Khelf, on peut voir les images, parce qu'on a des images puisées bien sûr des archives et des photos de la manifestation et de ce qui s'est passé ce jour-là à Paris. Et en même temps, dire ce silence des autorités françaises jusqu'à notre époque ne veulent pas reconnaître ce qui s'est passé ce jour, malgré, en dépit du fait que des années après, Maurice Papon a comparu pour crime de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour complicité. Complicité avec les nazis, ouais. voilà. Oui, c'est ça. Mais il n'a pas été condamné, justement. Mais il a comparu. Donc il a comparé, oui. Mais il n'a pas été, c'était en 98, le 4 avril exactement, 98. Il a comparé, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes de guerre. Mais ça concerne la période de 42-44, quand il était secrétaire général de la préfecture de Paris. De Gironde. Il a été à Bordeaux. Ouais. À Bordeaux. Ouais. Il a été condamné pour complicité. Mais après, il s'est retrouvé dans la préfecture de Constantine, après Paris. C'est quand même, Maurice Papon est connu. Et il y a eu son procès. Le procès, Maurice Papon a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Ouais. Donc ça veut dire quelque part on lui reconnaît des méfaits criminels, même contre ses propres compatriotes, contre les Français eux-mêmes. Et on ne reconnaît pas ce qu'il a fait contre les Algériens. C'est ça. Ça, c'est un peu le paradoxe de la France coloniale, je pense. Oui, tout à fait. Donc, il a été condamné justement pour des crimes qui remontent à entre 1942 et 1944, pas à ceux de 1961. Ou même avant, quand il était aussi ici préfet à Constantine, surtout. Parce qu'à Constantine ici, c'est 58, c'est le massacre des centaines, voire des milliers de personnes, sans jugement à l'époque. Et avec aussi la déportation des militants qui ont été assignés dans des résidences surveillées. Il était là lorsqu'il avait le 20 août 55 et il était là donc après la répression. Après, oui. C'est à partir d'avril 56. Et donc c'est pour ça quand on consulte les documents d'archives sur les résidences, sur les camps réservés aux militants algériens, eh bien c'est lui qui a signé les arrêtés d'assignation à résidence. Funestement connu, c'est un criminel de guerre, qu'il soit avec ou contre l'autorité, la France coloniale, il a toujours commis des crimes. Ce qui est bizarre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la France ne veut pas reconnaître qu'il y ait eu des morts, des centaines de morts durant cette manifestation pacifique. Il faut encore le rappeler plusieurs fois. Bon. Oui, je pense à partir de la présidence de François Hollande, la presse française parlait de cet événement avec la célébration, notamment par les Algériens à Paris, de cet événement. Là où les manifestations ont été jetées dans la Seine. Je crois même qu'il y a eu, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu quelque part, il y a eu un cadavre qui a été retrouvé et ils ont fait les études sur ce cadavre et il a été reconnu comme une des victimes. Il a été retrouvé au fond de la Seine, il a été récupéré et grâce au carbone, ils ont pu détecter que c'était une des victimes du massacre. Parce que la plupart des corps ont été retrouvés entre Paris et je pense Rennes, oui, entre Paris et Rennes. Donc la plupart des massacres ont été retrouvés. À peu près 160 personnes ont été retrouvées par la suite, qui témoignent justement de l'ampleur de ce massacre. Et ça témoigne aussi que l'on n'a pas le chiffre exact du nombre de morts. Le chiffre, oui. La fédération n'a pas pu rassembler tous les éléments qui permettaient à l'époque justement de donner un chiffre exact. Et du côté français, on n'a pas communiqué le nombre exact. Parce que le nombre communiqué par la presse, c'était au départ, on parlait de 2, après de 3 morts.
2-3 morts par rapport à des centaines, c'est... Oui. Mais on ne parlera jamais assez de ces gens qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie soit indépendante, même si la France coloniale ne veut pas reconnaître tout ce qu'elle a commis comme barbarie ici en Algérie. Oui, je pense, et c'est un exemple avec beaucoup d'autres justement de la répression coloniale contre les civils, contre les populations civiles pacifiques. Et ça a commencé déjà au début de la prise de l'occupation d'Algérie. Et puis après, surtout avec les massacres de mai 1945, et puis d'autres aussi entre le 21 août et le 9 septembre 1955, etc. Donc c'est une étape. Et même aussi qu'on ne parle pas aussi les massacres perpétrés aussi contre les manifestants pacifiques le 5 juillet 1961. Parce qu'il y a eu à l'époque des manifestations un peu partout qui ont été réprimées aussi par... un an avant l'indépendance ? Un an avant l'indépendance. Avant l'indépendance, 5 juillet. Avant l'indépendance. Que s'est-il passé exactement ? Il y avait des manifestations partout. On soutient aux négociations, on soutient au Front de libération nationale et surtout pour réclamer l'attachement du Sahara à l'Algérie. Parce que les Français ne voulaient pas que le Sahara soit algérien à l'époque. Donc c'était des manifestations un peu partout, avec des répressions un peu partout de ces manifestations. Et probablement aussi des victimes, des tortures comme... Des victimes civiles, oui. Des victimes civiles, comme par exemple ici, dans la région de Constantine, il y avait beaucoup de victimes, notamment du côté de Château d'El-Jurimel, qui est actuellement Shalom Leït. À Hamma Bouziane aussi. Voilà, donc est-ce qu'on peut, là on arrive à la fin, c'est vrai qu'il y a un devoir de mémoire d'abord pour ces manifestants du 17 octobre 1961, c'est pour ça qu'il y a aussi la journée de l'émigration qui est instituée et célébrée. Aujourd'hui, ça c'est un devoir de mémoire que l'on doit se faire. Oui, c'est un devoir de mémoire, je pense qu'elle a été instituée, si je ne me trompe pas, en 1992. 1992, depuis les... Ouais. Voilà, donc c'est bien d'instituer des journées. Vous, en tant qu'historien, ces dates sont des étapes dans vos recherches. Ça symbolise quoi, c'est une date aussi qui rend hommage au rôle, justement, des immigrés algériens un peu partout dans la lutte de libération nationale. Donc il y avait quand même des Algériens, des immigrés algériens en France, en Belgique, en Suisse, dans les pays arabes, qui ont aussi participé à la libération. C'est leur manière de participer. Ils n'ont pas pris les armes ici, mais ils sont manifestés. Un peu partout. Donc des manifestations avec aussi la participation active donc à la révolution algérienne. Et la révolution, l'Algérie se souvient de ces enfants qui ont donné leur vie. Et voilà. Bon, peut-être en tant qu'historien, un mot peut-être sur ce qui se passe en Palestine, parce qu'on doit aussi soutenir ces gens qui demandent leur liberté, ils défendent leur terre aussi. Est-ce qu'il y a une similitude entre si on peut comparer? Il y a des similitudes. Donc, à partir du moment où il y a des peuples justement qui cherchent leur indépendance, il y a des similitudes. Donc, il y a toujours des sacrifices, il y a toujours la répression violente du colonisateur. Donc, il y a toujours des similitudes concernant... Il y a une puissance coloniale qui veut et qui est en train de s'attaquer à des victimes, enfin à des civils non armés. Alors, elle fuit ceux qui sont en armes, et c'est voilà. Et je pense que c'est ça la similitude qu'il y a, mais on espère et on apporte tout notre soutien, bien sûr, à nos amis palestiniens dans ces moments difficiles pour le peuple palestinien qui est en train de réclamer et de défendre ses terres. Voilà. Un dernier mot avant de nous quitter, professeur Alaoui Amara. Donc, je pense que la célébration de cette journée nationale d'immigration est une bonne chose pour justement, c'est un devoir de mémoire pour justement marquer l'histoire et surtout rendre hommage au rôle justement des immigrés algériens installés un peu partout justement dans
l'histoire de notre pays. Ouais. Et ceux qui sont morts pour que l'Algérie vive indépendante et qui étaient loin de chez eux, malgré l'éloignement, en dépit de la distance, ils étaient rattachés à leur terre, à leur patrie et surtout à cette cause qui est noble, qui est l'indépendance. Ouais, voilà. Merci professeur Alaouamala. J'espère que l'on se retrouvera bientôt. Nous avons encore d'autres dates historiques et puis voilà, peut-être un autre livre. Vous avez un livre en chantier? Oui, c'est toujours le livre Serge Hérodios qui est en chantier. Eh bien, très bien. On l'attend avec impatience, de toute façon, parce que Hérodios est une des figures marquantes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Merci beaucoup, professeur Alaouamala. Je vous remercie de nous avoir éclairé sur cette date qui est le 17 octobre 1961, qui, je vous le rappelle, a été une des dates butoirs de l'évolution de l'indépendance, parce que l'indépendance n'a pas été, c'est pas un cadeau, elle ne nous a pas été offerte, elle a été durement et elle a été chèrement payée parce qu'il y a eu plus d'1,5 million de martyrs. Donc voilà, l'Algérie n'est pas indépendante gratuitement, elle n'est pas là, elle a dû sacrifier ses enfants. Voilà, avant de terminer, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de passer ce premier bonjour d'Algérie de la saison à partir de Constantine. Désormais, on va se retrouver chaque mardi, comme nous avons pris l'habitude, avec bien sûr des thèmes choisis. Avant de nous quitter aussi, je voudrais rendre hommage à Zohor Al-Annabia qui nous a quittés il y a quelques jours, qui était une artiste habituée à venir à la station régionale de Constantine. Allah yarhamha, elle est décédée des suites d'un cancer. Mais justement, quand on parle du cancer, on est toujours dans le mois rose de lutte contre le cancer du sein. Alors essayez, mesdames, mais messieurs aussi, de ne pas laisser cette campagne de sensibilisation rester silencieuse, au contraire participer et aller aux campagnes de sensibilisation. Voilà, je voudrais remercier Sarah Ikhlef et toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain. Thank you.